La parole est maintenant au président Alain Milon pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Contrairement à ce qui est écrit sur le tableau, ma question ne s'adresse pas à Madame la Ministre de la Santé, mais à Monsieur le Premier ministre. Du fait que la semaine dernière, pendant l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale en présence de Madame Buzyn, le Président de la République a annoncé que des réformes de l'hôpital seraient annoncées par le Premier ministre lui-même. Donc ma question s'adresse à lui puisqu'elle porte sur l'hôpital. Monsieur le Premier ministre, il y a dans ce que vous avez présenté ce matin, qui esquisse la grande réforme dont l'hôpital a besoin, absolument rien de convaincant. Ils attendaient, les professionnels de santé, un plan de sauvetage. Ils n'ont eu que du rafistolage. Les revalorisations se sont transformées en primes ponctuelles, soumises à conditions. Les 300 millions d'euros de plus pour 2020 sont à mettre en perspective avec les 800 millions d'euros de déficit annuel des hôpitaux. Et après avoir contribué à endetter les hôpitaux, faute de leur donner les moyens de fonctionner, vous vous contentez d'alléger leur dette d'un tiers. Monsieur le Premier ministre, vous nous avez présenté le plan pour la santé 2022 il y a 14 mois. Le plan pour les urgences il y a 6 mois. Manifestement, ils n'ont pas atteint leur objectif. On peut d'ores et déjà parier, malheureusement, qu'il en sera de même pour vos dernières annonces. Pourquoi, Monsieur le Premier ministre, n'avez-vous pas fait le choix d'une réforme en profondeur de l'hôpital? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Milon, vous m'interrogez sur le plan que ce matin, Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé et moi-même avons présenté. Un mot d'abord pour dire ce qui motive ce plan au-delà de ce décrochage et de ce sentiment parfois d'abandon manifesté par toute une série de professionnels qui font vivre l'hôpital public. Une régulation budgétaire terrible dans les 10 dernières années. Une transformation de la gouvernance à l'intérieur de l'hôpital qui a éloigné les médecins des lieux de décision. Une réforme profonde de l'organisation territoriale qui a donné le tournis à l'hôpital public. Ajoutez à ça les 35 heures. Vous savez, Monsieur le Président, qu'aucune de ces décisions n'est due à ce gouvernement. Aucune de ces décisions n'est due à ce gouvernement. Non, ça je peux vous le garantir. Cette situation, Monsieur le Président Milon, cette situation a conduit l'hôpital public à une situation dont on pourrait dire, si on était dans l'aéronautique, qu'elle relève presque du décrochage. Il faut éviter ce décrochage. C'est-à-dire qu'il faut donner de l'oxygène, ou du carburant, cela dépend quelle analogie on veut travailler, mais en tout cas de l'oxygène à l'hôpital public pour qu'il puisse passer cette phase de transformation indispensable qui a été décrite par Madame la Ministre dans le cadre du plan Ma Santé 2022. Et j'observe, Monsieur le Président Milon, et je suis certain que vous l'observez également, que dans les manifestations, dans les remarques qui sont formulées par les corps intermédiaires auxquels vous comme moi sommes attachés, il n'y a pas la contestation des orientations qui ont été fixées par Madame la Ministre dans le cadre de Ma Santé 2022. Vous le savez parfaitement. Il y a au contraire une forme d'adhésion. Mais il y a au contraire une forme d'adhésion, mais il y a la critique de ce que ces pistes ne produiront leurs effets que dans le temps et que justement, Monsieur le Président Milon, nous n'avons pas le temps. Parce qu'il y a urgence. C'est le sens du plan d'action que nous avons présenté ce matin, qui n'est pas un petit plan d'action, Monsieur le Président. Mettre sur la table, sur les 3 ans qui viennent, 1,5 milliard d'euros d'argent neuf, frais, y ajouter à ces 1,5 milliard d'euros les 450 millions, ou plus exactement les 150 millions annuels pendant 3 ans pour financer de l'investissement médical et du petit investissement médical. Je dis petit entre guillemets parce qu'il ne s'agit pas de construire des immenses hôpitaux, mais bien au contraire de consacrer des ressources et des ressources pérennes à de l'investissement sur du matériel, sur des choses qui font cruellement défaut. Vous savez comme moi, Monsieur le Président Milon, les chiffres de l'hôpital sont terribles. En 10 ans, l'investissement hospitalier a diminué, a été divisé par 2, et dans la même période, l'endettement de l'hôpital public a crû de 40%. Ce phénomène rend insusceptibles les hôpitaux publics de dégager les marges de manœuvre qui lui permettent d'envisager son avenir. Et c'est précisément la raison pour laquelle, à côté de ce 1,5 milliard d'euros
plus les 450 millions. Nous avons décidé d'opérer une reprise de dette. Je n'ai pas le souvenir, mais je parle sous votre contrôle, Monsieur le Président, je n'ai pas le souvenir qu'une telle reprise de dette ait été couramment réalisée dans le cadre de l'hôpital public. 10 milliards de dettes en 3 ans, c'est massif. 10 milliards de dettes en 3 ans, c'est massif. Et ça permet, vous le savez très bien, compte tenu des taux d'intérêt, de dégager à terme, c'est-à-dire au bout des 3 ans et de la reprise, environ 800 millions de marge de manœuvre pour les hôpitaux. C'est considérable. C'est évidemment considérable. Et il ne s'agit pas simplement de moyens, il s'agit de remettre en avant l'attractivité de l'hôpital public. Par des primes, c'est vrai, par des capacités financières mises à la disposition, vous devriez y être sensible, Monsieur le Président, mis à la disposition des chefs de service, non pas décidés à Paris, mis à la disposition des chefs de service pour les accompagner dans leur projet médical. Ça n'est pas rien, c'est même assez rare. Voilà ce que nous voulons faire, et bien d'autres choses encore. Ce plan d'action renforcé, ce plan d'urgence, il a vocation à faire en sorte que l'hôpital public dépasse ce moment de décrochage qui nous inquiète tous légitimement. Moi, je voudrais, Monsieur le Président, féliciter la ministre des Solidarités et de la Santé et dire que le travail engagé avec les fédérations, avec les nombreux interlocuteurs que nous avons consultés pour élaborer ce plan, permet un bon plan, un vrai plan, un plan pour l'hôpital. Monsieur le Président Alain Milon. Oui, merci Monsieur le Président. Je n'ai pas la chance, comme vous, Monsieur le Premier ministre, d'avoir 5 minutes pour vous répondre. Je vais reprendre un petit peu, au moins, la crise de l'hôpital, qui vient en effet des 35 heures, je suis complètement d'accord avec vous, qui ensuite a été évidemment compliquée par la loi HPST que vous avez en tant que député voté, je vous le rappelle. Monsieur le Premier ministre, toutes les mesures que vous avez prises sont en effet pas acceptable encore parce que insuffisante. Je voudrais vous donner quelques pistes supplémentaires. Il faudrait que vous puissiez, dans le cadre d'un programme, donner leur autonomie aux hôpitaux, débureaucratiser l'hôpital et rendre le pouvoir à ceux qui soignent. Et pourquoi pas remettre en place des conseils d'administration plutôt que des conseils de surveillance. Accepter de donner une juste rémunération aux personnels qui sont les moins bien payés en Europe et régionaliser l'organisation de la santé pour y impliquer les collectivités locales et se rapprocher de besoins de terrain. Merci. La parole est à notre collègue Bernard Cazeau pour le groupe de La République En Marche. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Aujourd'hui, Madame, l'hôpital est malade, mais il est vrai que ça vient de loin. Celui-ci n'a pas supporté les évolutions successives qui lui ont été infligées depuis plusieurs années, tant sur le plan financier qu'organisationnel. Sans parler de l'exercice médical de ville, qui a beaucoup évolué depuis 20 ans et dont la pratique est, à mon avis, en partie responsable de l'engorgement des urgences. Le malaise hospitalier est arrivé à son apogée avec, il y a quelques jours, une manifestation réunissant praticiens et personnels hospitaliers de façon assez massive. Devant cette situation, en conférence de presse ce matin, Monsieur le Premier ministre et vous-même avez apporté une réponse forte, concrète et rapidement applicable qui permet de répondre à l'urgence et qui s'articule autour d'une accélération de la stratégie Ma Santé 2022 et donne suite aux demandes des professionnels de santé à travers 3 mesures phares. Un abondement de 1,5 milliard d'euros sur 3 ans pour l'hôpital avec un Ondam hospitalier, c'est important, qui passe à 2,4%, permettant une vision pluriannuelle, une reprise de la dette de l'hôpital d'un tiers, soit 10 milliards d'euros, un renforcement de l'activité des hôpitaux avec plusieurs mesures telles que la prime annuelle de 800 € net pour les personnels hospitaliers des secteurs sous tension, une valorisation financière des équipes engagées d'environ 300 € ou encore une revalorisation des métiers d'aide-soignant. Madame la ministre, nous avons vécu ces 30 dernières années plusieurs réformes hospitalières. Elles ont eu des conséquences diverses, parfois obtrumales, parfois déstructurantes. S'il vous plaît, en quoi il vous reste une seconde pour votre question. Ma question est la suivante, si je peux parler. En quoi les décisions prises par le gouvernement nous permettent d'espérer que demain l'hôpital va jouer le rôle fondamental qu'attendent les Français? Pour vous répondre, la parole
est à la ministre des Solidarités et de la Santé, Madame Agnès Buzyn. Madame la ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Bernard Cazeau, vous avez raison. La crise de l'hôpital public est une crise très ancienne. Elle connaît depuis quelques semaines une de ses phases les plus aiguës et après des années de statu quo et malgré l'augmentation des crédits à l'hôpital que nous avions voté, que vous aviez voté l'année dernière, il nous a fallu prendre la mesure de cette crise légitime et surtout de proposer des solutions nouvelles qui répondent aux attentes. Transformer le système de soins, c'était l'objectif de Ma Santé 2022 et nous avons engagé cette réforme afin de replacer le patient au cœur du système, de privilégier la qualité des soins plutôt que des logiques comptables. Ce plan visait à réorganiser la médecine de ville et à réarmer les hôpitaux de proximité pour assurer la continuité des soins pour nos concitoyens. C'est également le sens du pacte de refondation des urgences qui vise à éviter des passages aux urgences inutiles en orientant les patients qui peuvent être pris en charge ailleurs. C'est enfin la suppression du numerus clausus et la réforme des études de médecine qui vise enfin à pouvoir bénéficier dans les années qui viennent d'un peu plus de médecins. Ces réformes, nous le savons, elles prendront du temps pour produire tous leurs effets et c'est essentiel. Il faut le reconnaître, il y a un consensus partagé sur les orientations de Ma Santé 2022. Pour autant, l'hôpital public aujourd'hui nécessite des mesures d'urgence. Les annonces présentées ce matin s'inscrivent dans la logique du plan Ma Santé 2022 et elles répondent à 3 objectifs forts. D'abord, restaurer l'attractivité de l'hôpital public, notamment en redonnant envie aux professionnels de s'engager dans ce secteur public, d'y construire une carrière et de récompenser l'engagement des professionnels. Cette réforme vise aussi à assouplir le fonctionnement des hôpitaux en faisant confiance aux responsables de terrain et en facilitant les prises de décision. Et enfin, la réforme présentée par le Premier ministre vise à redonner des moyens considérables à l'hôpital immédiatement par une augmentation des budgets et dans la durée avec un allègement significatif de la dette des hôpitaux. Je préciserai les mesures dans les questions suivantes. Je vous remercie, Monsieur le Sénateur. Merci, Madame la ministre. La parole est à notre collègue Guillaume Gontard pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Depuis des mois que couvre la crise de l'hôpital, on aurait pu imaginer que la loi santé ou le budget de la sécurité sociale associent le Parlement à la recherche de solutions. On aurait pu aussi imaginer une concertation des partenaires sociaux, voire pourquoi pas un Grenelle de l'hôpital. Rien de tout cela. Votre mépris du Parlement et des corps intermédiaires n'est pas nouveau, mais sa violence continue de nous heurter. Il y a 1 an, votre méthode était exactement la même pour répondre aux Gilets jaunes. Vous ne réagissez que quand la colère sociale vient enrayer la mécanique de votre machine néolibérale qui broie jour après jour le service public. Après avoir minimisé les problèmes, après avoir louvoyé, il vous aura fallu plus de 8 mois de mouvement social pour commencer à mesurer la gravité de la situation. Mais comme d'habitude, vous faites le service minimum. Vous reprenez une partie de la dette. C'était indispensable. On rappellera que ce sont les règles européennes qui obligent les hôpitaux à se financer auprès des banques privées. Une aberration. Pour revaloriser les salaires, pour embaucher, pour soulager les personnels et éviter les fermetures de lits, le monde hospitalier vous demande de doubler l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie, soit 4 à 5 milliards d'euros par an. Vous proposez 10 fois moins. Sur les augmentations de salaire, rien. Sur l'ouverture de lits, rien. Sur les embauches, rien. Sur les internes, rien non plus. Ce que vous concédez d'une main avec des primes insuffisantes pour certaines catégories de personnel seulement, vous le reprendrez demain avec la réforme des retraites. Nous ne pouvons donc pas imaginer que votre réponse soit exhaustive. Monsieur le Premier ministre, merci de nous préciser les autres mesures que vous envisagez pour répondre à la crise hospitalière. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé, Madame Agnès Buzyn. Madame la ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Gontard. La situation que vous décrivez, nous ne l'avons pas créée, nous l'avons reçue en héritage, vous le savez. Vous connaissez mon engagement total en faveur de l'hôpital public.
Les propositions que nous avons annoncées avec Monsieur le Premier ministre ce matin sont très concrètes. Elles sont le fruit d'années d'expérience de terrain, elles sont le fruit des conférences des directeurs d'hôpitaux, des conférences des présidents des commissions médicales d'établissement, elles sont issues des syndicats et donc elles ont été concertées. Nous donnons au personnel de l'hôpital, aux soignants, aux médecins, aux paramédicaux des moyens et des primes qui reconnaissent leur engagement permanent dans le soin des patients. Des personnels mieux traités, des conditions de travail améliorées, ce sont des patients mieux accueillis, mieux soignés, dans des lieux plus adaptés. Nous donnons également à chaque hôpital de la marge de manœuvre financière, et il le demandait. Nous dégageons 1,5 milliard d'euros sur 3 ans. C'est du budget supplémentaire pour recruter, pour moderniser, pour ouvrir des lits là où il en faut. Les établissements auront l'autonomie pour investir parce que nous la leur donnons, mais aussi parce que nous allons les soulager financièrement du poids de leur dette, d'un tiers de la dette des hôpitaux, soit 10 milliards d'euros sur 3 ans. Enfin, nous nous sommes engagés à ce que les tarifs des hôpitaux, c'est-à-dire les prix que les hôpitaux facturent à l'assurance maladie et qui représentent une grande partie de leur budget, eh bien que ces tarifs non seulement ne baisseront plus, contrairement à ce qui s'est passé jusqu'en 2018, mais ils augmenteront pendant 3 ans. Ils auront cette visibilité et ils seront revus encore à la hausse à chaque fois que la lutte contre les actes inutiles permettront aux hôpitaux de faire des économies. Tout cela sera rendu aux établissements de santé. Je l'ai dit, je le répète, je veux que les hôpitaux bénéficient directement de toutes les économies réalisées par une meilleure programmation des soins, une meilleure pertinence des soins. Tout cela, nous le devons aux hospitaliers. Ils attendaient ces annonces. Elles sont à la hauteur de leurs espérances. Je vous remercie. Monsieur Gontard. Il faut arrêter de parler d'héritage. On veut des actes, nos concitoyens veulent des actes et des actes tout de suite. Si vous n'êtes pas en mesure d'ouvrir les yeux, alors les retraités, les chômeurs, les précaires, les étudiants, les pompiers, les personnels de santé, les cheminots, les gilets jaunes et tout le peuple que vous mettez à l'agonie finiront par vous les ouvrir. L'hiver social arrive et il sera rude. Monsieur le Premier ministre, hier, le Président de la République a été reçu par les maires dans le meilleur esprit républicain. Il leur a rendu hommage, le contraire aurait surpris. Mais il a laissé le chantier de l'acte 3 de la décentralisation en jachère, sans rien annoncer de neuf. Or, les nuages s'accumulent sur les libertés locales. La recentralisation est en marche, qui place les communes sous la dépendance de l'État et déresponsabilise les élus. L'autonomie financière recule devant l'usine à gaz de la compensation de la taxe d'habitation. Les dotations s'érodent car elles ne sont pas indexées sur l'inflation. Les subventions discrétionnaires des préfets sont préférées à la dotation d'investissement qui seule est libre d'emploi. À travers les contrats de Cahors, l'État s'immisce dans la libre administration des collectivités. Il oppose une fin de non-recevoir au rééquilibrage des relations entre communes et intercommunalités. Rien n'est fait pour faire obstacle au communautarisme. Sur ce point, on sait maintenant ce dont le président ne veut pas, mais on ne sait toujours pas ce qu'il veut. Alors, Monsieur le Premier ministre, allez-vous prendre la pleine mesure de ces réalités et des menaces d'asphyxie qui pèsent sur la démocratie locale? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le Président vous avez évoqué et brossé un tableau bien noir de la réalité vécue par les maires. Et après tout, j'allais dire, pour reprendre votre formule, ça aurait été surprenant qu'il en soit autrement. Mais il se trouve, Monsieur le Président Bas, que je voudrais mettre peut-être quelques nuances dans le discours que vous venez de prononcer, en faisant d'abord appel à la faible expérience qui est la mienne, mais qui est néanmoins, s'agissant d'une municipalité, une expérience que je crois utile à souligner. Je me souviens, Monsieur le Président Bas, de la façon dont les maires, je ne parle que des maires en l'occurrence, parce que c'est la seule expérience dont je peux faire état,
Je me souviens de la réaction des communes et des maires quelques semaines après les élections municipales de 2014, Monsieur le Président Bas, à un moment où il n'était pas question d'une stabilité des dotations, vous vous en souvenez, mais où il était question d'une diminution drastique et pluriannuelle des dotations. Je pense, Monsieur le Président Bas, que quand on regarde la totalité du mandat municipal qui a vocation à s'achever en mars 2020, et c'est comme ça, en tout cas, que, pour ma part, je le regarderai, on voit très clairement une période où, pendant 3 ans, les dotations ont baissé, les périmètres des intercommunalités ont été modifiés, parfois brutalement, et toute une série de mesures sont venues transformer le quotidien des maires. Et je crois, Monsieur le Président Bas, qu'on voit bien que dans les 3 années qui ont suivi, cette baisse des dotations s'est arrêtée, et vous le savez parfaitement. Elle s'est arrêtée, et vous le savez parfaitement, les chiffres sont là, et la Commission des finances peut l'établir. C'est parfaitement documenté. Vous savez très bien que nous avons décidé de ne pas nous engager dans un Big Bang périmétrique pour remodifier et les répartitions de compétences, lesquelles d'ailleurs, après tout, avaient parfois été votées au titre d'une CMP, Monsieur le Président du Sénat, vous le savez parfaitement, et que nous avons décidé de faire en sorte de pouvoir assimiler, digérer, si j'ose dire, ces transformations profondes qui avaient été réalisées jusqu'à 2017. Ce que je constate, Monsieur le Président Bas, c'est qu'aujourd'hui, nous avons remplacé, et nous allons finir de remplacer la taxe d'habitation par une recette fiscale dynamique, dans le cadre d'un dispositif, comme l'a remarquablement dit Monsieur le secrétaire d'État il y a quelques minutes, qui garantit aux communes des ressources pérennes. Monsieur le Président Bas, si la même chose avait été faite, je peux le dire, j'étais maire à l'époque, si la même chose avait été faite lorsque l'on a supprimé la taxe professionnelle, c'était, je crois, à l'occasion du quinquennat qui précédait le quinquennat précédent. Et je crois que vous voyez très bien ce à quoi je fais référence. Si le même système avait été mis en place à l'époque, le même, exactement le même que celui que nous proposons, je suis convaincu que les maires et les intercommunalités s'en trouveraient mieux. Autrement dit, Monsieur le Président, je crois qu'on peut nuancer ce que vous avez indiqué. Je crois qu'on peut dire que le Président a fait le choix de la stabilité et qu'il a fait le choix de la confiance. Et j'observe, car vous ne l'avez pas dit, mais vous auriez pu le dire, Monsieur le Président Bas, que c'est le président de l'Association des maires de France lui-même, qui a fortement incité à ce que, s'agissant des projets relatifs à la décentralisation, on mette la question, non pas à l'écart, mais qu'on laisse passer la période qui va jusqu'à mars et aux échéances municipales. Ça n'est pas le président qui l'a proposé, c'est le président de l'AMF qui nous y a invités. Nous sommes en train de travailler avec Madame la ministre Jacqueline Gourault, avec Sébastien Lecornu, le ministre des collectivités territoriales, sur un projet de loi qui, pour la première fois, ira bien plus loin que tout ce qui a été fait jusqu'à présent en matière de différenciation. Et en matière de différenciation, et comme vous êtes un homme qui croit à la réalité des faits plutôt qu'aux promesses, je vous renvoie, Monsieur le Président Bas, à ce que nous avons fait s'agissant de l'Alsace. Écoute des collectivités territoriales, loi de différenciation. C'est un exemple, à mon avis, éloquent et réel, puisqu'il a été voté par le Sénat, de ce que nous sommes capables de faire. Et je crois que, ainsi nuancés, nos deux discours se répondent. Monsieur le Président Philippe Bas. Monsieur le Premier ministre Philippe, je vous l'accorde, il y a eu pire que votre gouvernement. Mais voyez-vous, la commune n'est pas une nostalgie, les maires ne sont pas des faire-valoir, ils n'ont que faire des flatteries, ils appartiennent à la démocratie du concret, ce ne sont pas des marchands de bonheur. Il est plus que temps d'inverser la tendance à la recentralisation qui n'a pas cessé de s'affirmer au cours des dernières années. La parole est maintenant à notre collègue Laure Darcos pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Action et des Comptes Publics. Monsieur le ministre, le Président de la République aime les élus. D'ailleurs, il n'a cessé de le répéter hier lors du Congrès des maires de France. Mais votre gouvernement a quand même la fâcheuse habitude de s'immiscer dans les finances locales.
Concernant la taxe d'habitation, François Baroin a eu raison de rappeler hier au président de la République que vous avez décidé de supprimer un impôt qui ne vous appartient pas. Il faut que la considération aille de pair avec le respect. Alors de respect, il en est question quand votre gouvernement dépose sur le projet de loi de finances pour 2020 un amendement prévoyant qu'une partie des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements franciliens et la ville de Paris sera prélevée au profit de la Société du Grand Paris. Excusez du peu, 75 millions d'euros en 2020, puis 60 millions d'euros par an à partir de 2021 pour financer, tenez-vous bien, les engagements de l'État inscrits dans le contrat de plan État-région 2020-2022 sur les transports. Coût pour mon département, plus de 3 millions d'euros, alors même que l'Essonne pâtit d'infrastructures de transport surchargées et vieillissantes. Non content d'avoir reporté la construction de la ligne 18, qui devait dynamiser le plateau de Saclay, des Yvelines jusqu'en Essonne, ou le Charles de Gaulle Express, qui devait faciliter l'accès au village olympique en Seine-Saint-Denis, l'État nous ponctionne a posteriori pour sa mauvaise gestion. Je veux bien vous accorder que vous n'êtes pas les seuls responsables du passif de la SGP, mais quand on exerce des compétences, il faut en assumer les responsabilités et le financement. Aussi, ma question est simple, Monsieur le Ministre. Quand ce gouvernement va-t-il cesser de dévitaliser les collectivités locales, et en particulier nos départements, au mépris des élus et des populations que nous servons? Et cela, vous n'avez compris, n'est pas qu'un problème francilien. Merci pour vous répondre. La parole est au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur Olivier Dussopt, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Laure Darcos. Les impôts n'appartiennent ni aux collectivités ni à l'État. Ils sont payés par les contribuables et l'objectif de ce gouvernement est de baisser les impôts et de rendre du pouvoir d'achat aux contribuables. Vous posez deux questions, ou en tout cas deux interpellations. La première concerne le financement des programmes d'infrastructures prévus par la Société du Grand Paris. Nous avons, pour financer ces travaux, ces infrastructures, retenu deux solutions. Une première à l'initiative d'un rapport parlementaire, d'une initiative parlementaire qui consiste à regarder comment moduler la taxe sur les bureaux, et cette disposition a été adoptée par l'Assemblée nationale, vous aurez à la regarder bientôt. Et une autre consistant effectivement à affecter une fraction des DMTO des départements de la petite couronne sur le financement de ces infrastructures. Cela répond à un besoin d'infrastructure, vous l'avez noté, et peut-être que vous auriez pu, dans votre intervention, relativiser le coût pour les départements en rappelant de combien les DMTO avaient été dynamiques au cours des dernières années, ce qui relativise grandement la ponction, puisque vous avez utilisé ce terme, qui est ainsi concerné. Au-delà, vous nous demandez comment est-ce que le gouvernement entend continuer à aider les collectivités territoriales, et vous nous dites même craindre une forme de dévitalisation. Je vous réponds par trois chiffres. Le premier chiffre concerne les dotations. Dotations de fonctionnement. Ce gouvernement a fait le choix de la stabilité, et vous aurez l'occasion de voir dans le projet de loi de finances que le total des concours financiers de l'État aux collectivités va même passer de 48,3 à 49,1 milliards d'euros en 2020. Après 11 milliards de baisse de 2014 à 2017, il est juste et utile de rappeler la stabilité. Le deuxième chiffre, c'est le maintien des dotations d'investissement. 2 milliards d'investissements pour le bloc, de dotations pour le bloc local, auquel il faut ajouter 7 milliards de droits communs pour participer aux investissements des collectivités. Au total, l'État consacre 9 milliards au soutien à l'investissement des collectivités locales. Et le troisième, c'est la solidarité, avec une DSU, une DSR, les dotations de péréquation, qui progressent au même niveau que les années précédentes, soit 90 millions d'euros pour la DSU et pour la DSR. C'est la stabilité, c'est la lisibilité, c'est la capacité pour les élus à prévoir et avoir les moyens de leur action. C'est aussi comme ça qu'on construit le contrat de confiance avec les collectivités locales. Madame Darcos. Oui, Monsieur le Ministre, d'abord il s'agit de tous les départements franciliens et c'est un peu simple de payer ses dettes en prenant l'argent des autres. C'est en effet les impôts, mais c'est pas l'État de décider ça. Et heureusement que les collectivités sont plus responsables que l'État. Mais peut-être faudra-t-il un jour réfléchir à un gel total de tous les cofinancements dans nos territoires respectifs pour mettre l'État face à ses responsabilités. À mesure unilatérale, réponse unilatérale.